Bon, nous avons le plaisir de nous retrouver ici parce que nous lançons ce dossier de l'Institut Schiller. Et évidemment, la question, c'est en quoi la publication de ce dossier constitue-t-elle quelque chose de si spécial, sachant qu'à l'heure actuelle, on parle quand même beaucoup des routes de la soie. Alors d'abord, c'est le fruit d'une bataille, d'une action qui a duré plusieurs décennies. Et pour bien comprendre, en fait, il faut partir de l'état déjà de déliquescence où se trouve l'actuel système post-Bretton Woods qui a dominé le monde depuis 1971. Ce système, on le connaît, c'est la financiarisation de l'économie au bénéfice d'un petit nombre et au détriment d'une population mondiale dans son ensemble. C'est un système qui a provoqué des inégalités, des injustices criantes et qui, quelque part, a créé les conditions où, sans grande surprise, on a, par exemple, quelqu'un comme M. Bolsonaro qui est élu au Brésil. C'est aussi un système qui fait courir des risques très grands à l'humanité, et je pense que Mme Larouche reviendra là-dessus plus spécifiquement. Alors, quand il y a eu ce changement en 1971, très peu de gens ont vraiment compris ce que ça risquait d'entraîner. Et parmi ces tout petit nombre de personnes, il y avait une personne qui a très bien compris ce que ça voulait dire. C'était l'époux de Mme Larouche, M. Lyndon Larouche, qui a tout de suite vu qu'on entrait en fait dans quelque chose qui remettait en cause tout ce qui existait jusque-là. Alors ça peut vous paraître très éloigné du sujet, mais on y revient très rapidement. Pourquoi ? Parce que l'une des conséquences très pernicieuses de cette fin de Bretton Woods, ça a été notamment l'interruption brutale de l'élan associé à l'indépendance des anciennes colonies, dont on avait vu une première manifestation de ce désir d'indépendance, de comment on allait faire, avec la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie. Et c'était cette conférence qui avait donné, comme vous le savez, au mouvement des non-alignés. Alors l'autre conséquence de cet abandon de Bretton Woods, c'est bien sûr le découplage de l'or et du dollar, ainsi que la politique de hausse d'intérêts qui les accompagnait, et ce qui a fait que nombre de pays qui aspiraient à asseoir leur indépendance politique sur une indépendance économique, là je parle des pays des anciennes colonies tout particulièrement, se sont retrouvés du jour au lendemain pris dans le piège de la dette. Et ce qui a brisé évidemment toutes les espérances qui sont nées de Bandung. Alors il se trouve qu'à Bandung, il y avait un certain nombre de personnes bien connues, de personnages historiques qui étaient là. Il y avait Nehru, il y avait Sukarno, il y avait Nasser. Il y avait aussi le Premier ministre Zhou Enlai, qui avait proposé 5 principes de coexistence pacifique. La non-agression, tout d'abord, respect de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de chacun. Deuxièmement, non-agression mutuelle. Troisièmement, non-ingérence mutuelle. Quatrièmement, égalité et bénéfices mutuels. Cinquièmement, coexistence pacifique. Alors, est-ce que c'était là des divagations généreuses, d'idéalistes, des divagations destinées à passer aux oubliettes ? Eh bien, je rappelle quand même qu'en 1960, le général de Gaulle, dans le cadre, et c'est 5 ans après, c'est la même période, dans le cadre du sommet pour la paix, qui avait lieu en mai 60, entendait, avait comme idée de profiter de ce sommet pour réunir Khrouchtchev, Eisenhower, Macmillan et lui-même autour d'une politique d'entente, de détente et de coopération qui allait en réalité exactement dans le même sens que ce que voulaient les pays des non-alignés. Bon, ces efforts ont été en réalité sabotés et n'ont pas abouti, malheureusement. Mais on voit que c'est vraiment une concordance d'idées. Or, en 1975, alors que les velléités de coopération entre pays souverains pour la paix par le développement mutuel semblent avoir été enterrées, ça paraît très loin, vous avez à ce moment-là M. Larouche qui propose la création d'une banque internationale de développement. Juste la représentation de cet ouvrage qui
qui a été fait en anglais à cette époque-là. Et donc déjà, tout ça, il y a cette proposition tout simplement parce que la politique que proposait M. Larouche, c'était une politique de développement étroitement liée à l'économie physique, n'est-ce pas? Ça, c'est très important, et non pas à une vision financiarisée du monde. Puis, en 1982, Mme Larouche et son époux ont entamé des échanges fructueux, déjà avec Indira Gandhi, au cours de plusieurs rencontres, qui était la première ministre de l'Inde, le président du Mexique, José López Portillo, et la question, c'est sur quoi portent les discussions? Elles portent sur des plans à long terme pour transformer l'économie de ces pays en puissance industrielle moderne, en construisant des infrastructures modernes dans les secteurs clés que sont le transport, l'eau et l'énergie. À partir de 1989, à l'occasion de la chute du mur de Berlin, ces projets qui étaient à la base de ce que proposait M. et Mme Larouche, ont pris la forme, une dimension, on pourrait dire, en quelque sorte de plateforme de développement, un tout où ces projets vont être conceptualisés sous forme de ce que nous avions appelé à l'époque le triangle Paris-Berlin-Vienne, que vous pouvez voir. C'était un schéma qui avait été fait à l'époque, qui était cette idée justement de grands projets d'infrastructure et que les pays les plus industrialisés devaient aider ceux qui étaient moins industrialisés. Et là, en plus, c'était tout particulièrement au moment de la chute du mur de Berlin. Bon, ce qui a été fait, comme vous le savez, ça a été l'inverse, ça a été la thérapie de choc, avec ce qui s'en est suivi. Et donc ça, c'était notre projet, qui s'est étendu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ce projet de triangle Paris-Berlin-Vienne s'est développé pour englober la dimension eurasiatique et est devenu en fait le pont terrestre eurasiatique, avec l'idée de corridors de développement le long des anciennes routes de la soie. Donc cette évolution était très légitime parce que l'approche qui était retenue, c'était tout simplement certains principes très simples quelque part, mais qui étaient à même d'anticiper sur les réalités économiques et politiques à venir, et même quelque part de susciter ces changements. En 1996, Mme Larouche est invitée à Beijing pour le Symposium international sur le développement économique du nouveau pont terrestre continental, un symposium sous l'égide du ministère chinois de la Science et des Technologies. Et ce symposium a marqué une étape importante en ce qu'il a confirmé la convergence de vues entre la vision que nous développions, que l'Institut Schiller développait, et celle sur laquelle travaillait la Chine à cette époque-là. Et dans ce contexte, lorsqu'en 2011 apparaissent les BRICS, la conjonction, il y a cette conjonction qui se fait entre cette idée de nouvelle route de la soie et ce qui était l'esprit qu'on croyait perdu quelque part des pays des non-alignés et qui revient de cette manière-là. Et en réalité, quand vous regardez ce que propose aujourd'hui Xi Jinping, vous vous rendez compte que c'est très très proche, que c'est même en fait la même chose que ce que proposait Chou En-lai il y a plusieurs décennies. Donc maintenant, qu'est-ce que représente ce dossier ? Lorsque nous parlons des nouvelles routes de la soie, du pont terrestre mondial, on voit tout de suite l'emphase sur la dimension physique. D'ailleurs, dans le dossier, vous verrez, il y a beaucoup de cartes pour expliquer un petit peu comment où se passent les différents projets. Mais je dirais, comme nous venons de le voir, avec ce bref historique, que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le dossier, en plus élaboré, il s'agit aussi, je dirais, d'un dossier qui est un pont historique mondial, qui relie la mémoire de tous ceux
qui, en Europe ou aux États-Unis, ont été les précurseurs de ce que nous proposons aujourd'hui. Bon, pour la France, ça va être par exemple des gens comme Barthélemy de la Fémas, Jean-Baptiste Colbert, Charles Fraissinet, pour ceux à qui ces noms parlent. On y parle également de Franklin Delano Roosevelt. Donc tous les gens qui ont développé cette approche dans la longue histoire de l'humanité. Et je dirais que ce dossier, c'est aussi la concrétisation de ce que j'appellerais un pont conceptuel mondial. Parce que son but, c'est de rassembler les forces dans le monde autour du concept des nouvelles routes de la soie en tant qu'un projet qui donne le sens de ce que devrait être le dessein commun de l'humanité, par opposition aux nouvelles routes de la soie, considérées comme simplement un bon plan où on va pouvoir faire beaucoup d'argent, ce qui serait le réduire à une visée utilitariste contraire à ce qu'il porte en fait de plus prometteur. Et je souligne cet aspect parce qu'aujourd'hui ou c'était hier, je ne sais plus, commence à Shanghai la grande foire d'importation destinée aux pays qui souhaitent exporter vers la Chine. Donc les grandes entreprises françaises y sont, je pense qu'il y aura aussi pas mal de PME, il y aura aussi la Chambre de commerce de Paris d'ailleurs, mais il n'y a pas de pavillon français en tant que tel. Et je trouve ça c'est assez incroyable quand on y pense. Donc ça montre quelque part le manque de vision politique. Chacun va en Chine en ordre dispersé et que le meilleur gagne. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Et pour en revenir à notre dossier, donc je pense que celui-ci il a déjà accompli une bonne partie de sa tâche. Il a été écrit en 2014, il a été écrit en anglais, traduit en chinois, en arabe, en allemand. Il a circulé très largement dans pratiquement tous les pays concernés par les nouvelles routes de la soie et bien au-delà. Et il a été, en complément des nombreuses conférences de l'Institut Schiller, un vecteur essentiel pour amener ce nouveau paradigme d'un ordre économique, un nouveau paradigme face à un ordre économique obsolète et que l'on voit en train de s'effondrer. Donc la version que j'espère que vous avez déjà en main ou que vous aurez en main parce que vous aurez l'occasion de pouvoir vous la procurer. Donc cette version, quelque part, elle est la plus aboutie, tout simplement parce qu'elle est la plus récente déjà, avec les mises à jour les plus récentes, et aussi, il faut dire, parce qu'on l'a enrichi avec certains textes qui nous paraissaient indispensables pour donner vraiment la dimension historique et philosophique, je dirais, de ce projet. Donc c'est un effort international, ça aussi c'est important à souligner, avec des auteurs qui forment une équipe à l'échelle internationale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, certains des auteurs, des personnes qui ont contribué au rapport sont ici, donc vous pourrez les rencontrer à la fin de cette conférence. Donc voilà pour vous donner un petit peu le sens de ce dossier, et je vais tout de suite passer la parole à Madame Helga Tsepp-Larouche.